Bonjour, bon lundi et bon début de semaine à tous. Madame, Messieurs, merci d'être encore des nôtres ce matin. C'est la revue des grandes unes et c'est la première édition de la semaine avec la nouvelle expression qui parle de double nationalité. Le gouvernement pris dans son propre piège, c'est le grand titre du journal. Le journal fait savoir que le cas du membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Hervé Emmanuel Com, que le Conseil constitutionnel a extirpé de la liste des candidats de ce parti aux législatives, expose plus ouvertement pour la première fois les contradictions criade donc du régime de Yaoundé sur cette question. C'est à lire en page 3 du journal. Le journal parle également des législatives. L'UPC perd l'Union Ekele. Robert Bapod Lipote, pourtant reconnu par le ministre de l'administration territoriale, et Pierre Balaguel Nkot, secrétaire généraux des factions rivales, ont été déboutés par le Conseil constitutionnel également. C'est en page 2. Le journal s'intéresse aussi à autre chose, parlant de Bafoussam avec cette confusion au tribunal administratif. Selon notamment les avocats du Social-Démocratique Front et du PCRN, certaines décisions rendues remettent donc en cause une jurisprudence établie par la Chambre administrative de la Cour suprême. On parle également des collectivités territoriales, une loi au goût amer. Le ministre de la décentralisation et le développement local parle notamment de membres ou de nombreuses avancées. Les syndicats des travailleurs et des agents communaux crient donc leur déception. C'est à lire dans le journal, dossier à lire de la page 6 à la page 7. Et on parle également de la fête de fin d'année avec le groupe Equinox qui donne du sourire. Les responsables du groupe Equinox étaient donc dans les fiefs des déplacés de la crise anglophone à qui ils ont donc remis de nombreux cadeaux. Dossier à découvrir dans le même journal, disponible en kiosque ce matin. Et on parle aussi du recrutement des enseignants avec l'ère des glorioles, avec l'économiste Dieudonné Somba qui montre comment les États régionaux aurait donc pu mieux gérer le recrutement des enseignants d'université. C'est le journal qui propose également le sujet ce matin. L'Edicel qui en kiosque par les municipales 2020, tout sur les contentieux dans le Grand Nord, à découvrir dans le dossier de la page 2 à la page 3. On parle également du document avec les listes des candidats au municipal dans l'extrême nord également ce matin, dossier à découvrir de la page 5 à la page 12. On peut lire aussi en kiosque ce matin le quotidien Le Jour qui parle de zone UEMOA avec ce qui se passe donc autour du franc CFA. C'est quoi le problème véritablement? Je vous invite à lire le dossier proposé par le quotidien Le Jour. Le journal parle également de l'insuffisance rénale avec des malades qui manifestent à Yaoundé. Ils veulent simplement des produits ou des médicaments pour leur prise en charge. C'est le dossier, c'est un article également à lire dans le journal, le quotidien Le Jour de ce jour. Info Matin parle des travaux publics. Yaoundé Bafoussam, Babadjou reprend vie avec notamment la réhabilitation de cet important itinéraire fortement dégradé. Aujourd'hui, on apprend que tout est quand même à l'ordre et revenu à la normale. On peut lire également l'article dans le journal en page 3. Le journal parle également de Camtel. Que cache d'ailleurs la cabale contre Judith Sondé? C'est une question également qui se pose au journal ce matin à la suite de tout ce qui a été dit concernant donc la distraction des fonds. On parle de plus d'1 milliard de francs CFA. C'est dans le journal L'Info Matin de ce matin. Le journal Le Soir hebdomadaire parle également des déstabilisations, l'audio mafieux qui sabote le changement à Camtel. C'est le journal qui propose l'article de ce matin que je vous invite à découvrir. Le même journal parle aussi des législatives 2020, les noms dits des présélections des candidats dans le Mbéré. C'est le journal qui propose donc cet article aussi à lire dans le numéro disponible en kiosque ce matin. Le journal Essentiel Cameroun parle donc de l'inégalité avec carton rouge à Hervé Emmanuel Com. C'est le journal qui propose le sujet ce matin. C'est la grande une et à lire également d'autres informations aussi. Cameroun Tribune parle de Palais de l'Unité, un industriel français reçu par Paul Biya. C'est à découvrir dans le journal également ce matin avec d'autres informations dans le numéro disponible en kiosque. Le journal, le magazine Jeune Afrique qui est en kiosque s'intéresse notamment à l'Afrique en 2020 et avec des visages des chefs d'État africains et même du monde. Qu'est-ce qui va se passer concrètement concernant le franc CFA? C'est la grosse question. Tout cela dans le dossier proposé par Jeune Afrique de ce matin. Le Popoli aussi qui est en kiosque, qui parle aussi d'actualité avec notamment la question de la prise en charge, la prise de contrôle en tout cas de
l'absorption également. On s'intéresse à l'actualité en ce moment dans le même journal, le Popoli, et aussi ce qui se déroule notamment à l'Assemblée nationale et également tout ce qui a pu être pris comme décision de ce côté-là concernant notamment le double scrutin à venir dans le dossier le Popoli de ce jour qui s'intéresse également à d'autres actualités que je vous invite à lire. Si vous faites un tour en kiosque ce matin, voilà ce que la presse nous propose, ce que nous avons reçu à notre rédaction ce premier jour de la semaine. Ils sont déjà sur ce plateau. Thierry Ngapé, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci au Flavien Dongo. Je dis également bonjour aux téléspectateurs que nous suivons avec beaucoup d'entrain chaque semaine, notamment les lundis. Je dis bonjour à Charles Fongan. Je tâche malheureusement la politesse en lui souhaitant bien sûr, c'est la première fois depuis plusieurs voilà, que vous rencontrez Charles sur ce plateau. Charles Fonga, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de Kinance Télévision. Merci d'être avec vous également ce lundi. Nous allons faire le tour de quelques sujets proposés par la presse, notamment la question de la double nationalité qui fait problème en ce moment. Et la presse est largement revenue sur ce fait, double nationalité avec le gouvernement pris dans son propre piège. Mais le cas du membre du comité central du RDPC, Hervé Emmanuel Com, vient remettre au goût du jour la question parce que ça fait quand même partie des résolutions du grand dialogue national. Oui, malheureusement, des résolutions qui tardent d'être implémentées sur le terrain, mais qu'on le veuille ou pas, c'est une question qui sera abordée dans les jours à venir parce que l'apport de la diaspora dans le développement de nos pays, notamment au Cameroun, est assez importante. On le situe à près de 600 milliards de francs CFA déjà en 2016. Un taux qui a suffisamment évolué. On n'a pas malheureusement les derniers chiffres. Vous connaissez le problème des statistiques au Cameroun. On n'est pas toujours up-to-date, mais toujours est-il que la diaspora contribue énormément dans l'économie de notre pays. Et il est clair qu'on ne peut pas, à cause de quelques questions d'hommes, mettre en mal cette contribution-là. N'oublions pas que le code sur la nationalité date quand même de 1968. Il est plus que jamais urgent de le toiletter parce que la diaspora n'est pas nécessairement ce que nous voyons en Mondovision, ces hommes et femmes qui cassent, qui portent atteinte à l'honorabilité du chef de l'État et à quelques membres du gouvernement, mais il y a une diaspora qui contribue énormément à l'évolution des choses au Cameroun. Il est plus que jamais urgent de le faire parce que nous avons des familles qui sont de l'autre côté. Le moi est à Issab, mais j'ai 3 enfants français. Ça, il faudrait peut-être le dire parce qu'ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas. Et d'une manière systématique, 5 ans après, ils acquièrent la nationalité, même si leurs parents sont d'origine notamment camerounaise. Donc vous avez des parents camerounais, des enfants français, mais qui ne peuvent pas apporter une quelconque contribution au développement de leur pays, simplement parce qu'ils ont une nationalité autre que celle de leurs parents. Il faudrait que cette barrière territoriale-là soit brisée pour être, pourquoi pas, citoyen du monde. N'oublions pas que c'est quand même dans la diaspora qu'il y a des bonnes écoles, qu'il y a les meilleures écoles que dans nos localités, que dans nos pays. C'est la raison pour laquelle c'est des gens fortunés, ces ministres, ces hommes d'affaires et les autres, envoient leurs enfants acquérir la connaissance nécessaire de ce côté pour enfin, pourquoi pas, se mettre au service de leur pays. Donc, il sera plus que jamais urgent de toiletter ce code sur la diaspora. C'est vrai que le problème, Emmanuel Com va peut-être servir de catalyseur, de rame de lancement pour que ce problème soit véritablement posé sur la table du débat. Il est du RDPC, les membres titulaires du comité central, même comme dans une émission, dans une autre chaîne de télévision, il est longuement revenu sur le problème de sa nationalité. Il a démontré en Mondovision qu'il n'a jamais été français dans le cadre de ses fonctions. Il a eu à bénéficier des privilèges qui lui permettaient d'obtenir et de voyager, surtout à l'époque, de voyager sans nécessairement être obligé de s'allier pour avoir droit à un visa. Il a même un passeport ivoirien. Cela ne fait pas pour autant de lui un Ivoirien qu'il a obtenu quand il était encore conseiller de Laurent Gbagbo, je crois, il y a quelques années encore. Oui, alors la nouvelle obsession qui parle de double nationalité ce matin avec le gouvernement pris dans son propre piège, aujourd'hui avec le journal Essentiel Cameroun qui parle de carton rouge à Hervé Emmanuel Com. Il y a, ces journaux rappellent quand même qu'au sein des structures de décision,
il y a plusieurs Camerounais qui ont la double nationalité, mais qui ne sont pas autant inquiétés. Oui, je crois que ça fait très mal pour quelqu'un qui est reconnu comme fils du terroir, qui a posé des actes au profit du terroir, qu'un jour comme ça, il soit taxé d'étranger. Je crois que ça fait très mal, même pour ceux qui le fréquentent, qui le connaissent. Donc ça fait mal. Mais je veux dire une chose, que la loi c'est la loi. Elle est mauvaise, nous devons tous nous battre pour qu'elle puisse changer, qu'elle puisse évoluer. D'ailleurs, le sujet est sur la table depuis très longtemps. Donc c'est la loi, elle est mauvaise, nous devons nous battre comme Thierry l'a assez bien expliqué ici, pour que cela puisse évoluer. Ce sujet est revenu lors du grand dialogue national. Nous attendons malheureusement les différentes décisions qui ont été prises avant ne sont pas encore implémentées. Sûrement que le moment venu, avec ce qui s'est passé au Conseil le moment venu, sûrement qu'on va évoluer dans ce sens-là. Mais maintenant, ce qui choque, c'est cette application à tête chercheuse de la loi. C'est-à-dire que la loi devait être impersonnelle. On a l'impression qu'assez souvent on personnalise cette loi-là, notamment dans son application. Vous avez donc des personnes, quand ils sont concernés, on ferme les yeux, on ne dit absolument rien, mais quand c'est pour d'autres, on s'y appuie, on s'y attache, on va chercher les plus petits articles, les alinéas, pour faire prévaloir la loi. Donc le problème à ce niveau-là, si tant est que c'est une loi, ok, que cette loi-là s'applique à tout, et même au niveau de son application totale. Mais pas qu'on se rend compte qu'il y avait des gens qui avaient des comptes à régler à un frère, c'est pas, un camarade du parti, et ils sont servis de cette loi. Maintenant, cela pose quand même un problème réel. Mais si tant est que c'est la loi, comme j'ai dit, il faut l'appliquer, mais vraiment l'appliquer dans toute sa splendeur, mais pas en faire une application à tête chercheuse, comme prise au piège. Parce que le gouvernement est pris au piège, lui également, il est pris au piège, parce que quand vous défendez un régime que vous savez vous-même pas sérieux du tout, vous n'avez qu'à vous prévoir votre propre turpitude. Donc, il s'est laissé mordre par son propre chien. Encore, il a été mordu par son propre chien. J'ai encore envie de dire qu'il n'a s'en tenir à lui-même. D'accord. Avec le titre de l'essentiel Cameroun ce matin, parlant de l'inéligibilité, donc avec carton rouge à Hervé Emmanuel Com, vous aurez l'occasion de lire l'article en question, avec ce qui a été révélé dans le journal La Nouvelle Expression, donc parlant de ce gouvernement pris dans son propre piège. Et on parle aussi toujours de législatives, puisque c'est un lien avec les législatives. On parle notamment de l'UPC qui perd, l'Union est qu'il est. Oui, ce sont des batailles, je dirais, pas conjoncturelles, mais ça fait partie quand même, qu'on ne le veuille ou pas, de l'ADN contestataire de l'Union des populations du Cameroun. Vous avez vu, et là encore une fois de plus, Hervé Emmanuel, comme le souligne encore hier sur un autre plateau que j'ai eu heureusement le privilège d'assister, où il démontrait que la contestation fait certainement partie de l'ADN des militants de cette formation politique-là, à la limite, parce qu'il ne faut pas caricaturer l'UPC à une caste à un groupement de personnes, notamment venant d'Union Ekelo de la Sénégal maritime, parce qu'à l'époque, l'Union des populations du Cameroun ne regorgeait pas que les gens issus de ces parties du pays. Il y avait également des Bamlékés qui ont milité dans l'UPC. C'était un idéal qui avait un but, tout faire pour obtenir l'indépendance générale du Cameroun, ce qui a été plus ou moins fait avec des résultats que nous connaissons aujourd'hui. Il se trouve malheureusement que le pouvoir également a instrumentalisé cela. Rappelez-vous qu'il y a une partie, une UPC qui est reconnue par le gouvernement, l'autre qui est reconnue par le Congrès, qui est un organe statutaire de cette formation politique-là, qui désigne ses vrais membres. On ne peut donc pas comprendre comment l'État s'ingère dans les affaires d'une association, parce qu'un parti politique reste et demeure une association, le RDPC l'est, le SDF l'est. Le pouvoir n'a pas le droit de s'interférer dans la gestion d'une association quelconque. Nous avons tous des associations dans nos quartiers, nous sommes membres de ces associations-là. Il ne revient pas au ministre de l'administration territoriale de dire qui est le président, qui en est le secrétaire général. Il se trouve malheureusement que c'est ce qui s'est passé avec la dernière sortie du ministre Paul Atangandi, et c'est ce qui a entraîné tout ce que nous avons vu ces derniers jours, où au niveau du Conseil constitutionnel, on va faire compétir. Il y aura 2 UPC qui iront en compétition. C'est de l'inédit. On ne l'a jamais vu, parce qu'on se serait attendu justement qu'au cours de ce procès-là, en fait au cours de ce contentieux, qu'on sache exactement qui a la légitimité nécessaire pour mener à bien la gestion de l'UPC. C'est comme si un militant du RDPC constituait une liste
pour aller à l'encontre d'une autre liste du RDPC alors qu'il n'est pas mandaté par le parti. Tout le monde sait que c'est l'un des éléments qui devait conditionner, qui devait accompagner une quelconque investiture. Comment se fait-il que quelqu'un qui ne soit pas investi par le parti dépose des listes et ces listes trouvent l'aval du Conseil constitutionnel? Parce que l'ECAM a rejeté les 2 listes, ce qui est déjà un travail parcellaire, parce qu'en principe, l'ECAM avait le pouvoir d'aller savoir qui est le véritable secrétaire général de l'UPC à partir de leur statut et non à partir d'une décision ministérielle. Alors là, je lis en fait en filigrane un peu la réaction du ministre de l'administration territoriale face à ce qu'on pourrait qualifier de désordre. Il était question pour lui, et selon bien sûr la note que j'avais lue, il était question de mettre de l'ordre dans le secteur, dans ce parti politique qui est en lambeau aujourd'hui, en plusieurs factions. C'est ce qu'on a pu observer à la suite notamment de la décision du ministre de l'administration territoriale. Donc, alors, ce titre aujourd'hui, on voit bien que le journal est revenu, il insiste d'ailleurs, qu'il s'agit d'union avec l'équipe perd carrément l'union des populations du Cameroun. Oui, quoi, c'est regrettable. Depuis 1992, on sait que l'Union c'est un véritable bastion de l'UPC. Quoique, de toutes les élections organisées depuis 1992, l'UPC a toujours raflé tous les sièges mis en compétition dans l'Union Ekele. Donc, on s'y attendait. Aujourd'hui, que l'UPC n'est pas candidate, cela fait problème. Il y a beaucoup de déçus. Mais là encore, je dirais qu'on ne peut pas comprendre comment des personnes qui disent servir le même idéal n'arrivent pas à s'entendre. Là, il y a encore un problème. C'est-à-dire que Robert Bapolipo et Balaguer Côte qui se connaissent, qui ont été militants depuis longtemps, comment est-ce qu'ils ne peuvent pas s'asseoir sur le même table et discuter des questions pour trouver le mandataire? Si c'est pour présenter une liste, est-ce qu'ensemble, on va s'asseoir et trouver la liste, choisir ceux qui vont être le porte-étendard du parti à les élections? Il y a quand même un problème de leadership aussi. Il y a un problème de leadership, c'est ça. Souvent, les gens sont là pour servir leurs intérêts, mais pas les intérêts de la masse. C'est ce qui se décide. On se rend bien compte que chacun veut dire je suis le plus fort, mais la légitimité on l'acquiert auprès de son peuple, auprès des citoyens, auprès de ses camarades qui vous donnent cette légitimité là. Maintenant à l'égalité, on sait comment on s'arrange. Mais il y a une chose que sur laquelle j'aimerais revenir ici, c'est un peu le modèle de reconnaissance des partis politiques. Donc généralement, vous organisez un congrès ou une réunion au cours de laquelle vous élisez, vous mettez en place un bureau, vous essayez de reconstruire les statuts et les règlements intérieurs. Mais pour que cela soit valide, devienne légal, il faut que le ministère de l'AT prenne acte de tout cela. Et quelques temps après, si 3 ans plus tard, 4 ans, selon vos tests, vous allez repartir à un congrès, au sortir du congrès, vous allez encore déposer les actes du congrès à l'AT afin qu'il en prenne acte. Donc en fait, c'est comme ça. Donc, la loi est là, mais elle est mauvaise. Nous devons donc lutter pour que cela puisse évoluer. Donc voilà un peu à quel jeu est prime dans le pays. Maintenant, on a donc l'impression que prendre acte voudrait dire désigner celui qui va gérer. Non. Prendre acte, c'est prendre acte des résolutions du Congrès qui reconnaissent par exemple tel leader comme le président, secrétaire général et qui reconnaît le fonctionnement futur du parti. Donc ce qui doit être fait. Dans le cas de Tangadjo, on s'est quand même rendu compte que Bapolipo a été reconnu alors qu'il y avait un congrès qui a été organisé. Au lieu de prendre acte des actes du congrès, on a eu l'impression qu'on a reconduit l'équipe qui était là par le passé. Mais maintenant, qui a même été sanctionné par le même congrès et qui a été appelé justement pour défendre sa cause. Il n'est jamais venu. Et quand vous voyez donc cette décision qui a été prise, on ne comprend pas. Vous voyez que les 4 listes, 4 à 5 listes qui ont été réhabilitées, qui ont aux élections, on en a dont le mandataire était soit Balaguer Côte et de l'autre côté soit Bapolipo. Donc c'est pas joue. Donc on s'attendait à ce que le conseil constitutionnel prenne fait acte par exemple pour Balaguer Côte et en ce moment-là réhabiliter toutes les listes qui ont été introduites par Balaguer Côte. Donc il y a un réel problème. Je dis, la loi elle est là au niveau de son application. On a l'impression que la tête chercheuse qu'on l'applique en fonction des statuts qu'on a en face. Donc, il y a un véritable problème à ce niveau-là. Mais je dis encore une fois de plus, l'UPC n'a véritablement qu'à s'en prendre dans lui-même, car pour aller à une élection comme celle-là, on s'entend. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment les gens peuvent se mettre ensemble. Lors des élections, il a fallu que le ministre Laté, en l'occurrence M. Sadi, puisse réunir les différentes factions et ensemble leur donner peut-être faire des propositions pour qu'on puisse avoir des listes communes. Bon, aujourd'hui, voyez-vous, l'UPC c'est quand même un parti
qui a plus d'un demi-siècle. Donc on ne peut pas attendre à ce que ce soit encore les autres qui viennent y mettre la paix. C'est un parti qui est censé être suffisamment outillé. Alors, les lecteurs vont lire ce que le journal propose en page 2, parlant de l'UPC qui perd le Lyon Ekele. Et à Bafoussam, on a également vu, on parle de confusion au tribunal administratif avec notamment les avocats du social-démocratique fondu du PCRM et qui certainement ont pris des infos ou alors se sont exprimés sur la décision prise par en tout cas certaines autorités, parlant notamment du tribunal, qui aujourd'hui a décidé qu'il y a des militants qui n'avaient pas encore démissionné du RDPC, mais qui sont déjà militants et candidats même au PCRM et au SDF. Il se trouve malheureusement qu'il ne s'agit pas seulement de ces zones, mais on a eu le même problème s'est posé au niveau, je crois, de Douala Premier avec la liste du SDF ou je crois, un militant du RDPC, monsieur, en l'occurrence, M. Nguidjoul, qui a démissionné à partir de la base, en écrivant une lettre de démission en bonne et due forme, parce qu'on milite à la base, donc au niveau du comité des bases, parce qu'en réalité, c'est comme ça que ça fonctionne chez eux, qui a démissionné en bonne et due forme, avec une lettre à l'appui, et qui s'est retrouvé au regard de certains problèmes conjoncturels, après près de 30 ans de militantisme sans véritablement avoir droit à une place au soleil. Il a certainement trouvé bon qu'il fallait faire valoir ses expériences ou son expérience ailleurs. Il est parti dans les rangs du SDF. Il était, je crois, deuxième dans cette liste-là. Malheureusement, il s'est trouvé que c'était l'un des arguments qu'on a utilisé pour disqualifier cette liste-là, alors qu'ailleurs, des problèmes, des cas similaires se sont posés. Les listes n'ont jamais été disqualifiées. On a estimé que c'est des problèmes internes au fonctionnement du parti. Et ces dossiers-là sont passés. Je crois que le ministre du chef de cabinet du SDF, Jean-Robert Wafoe, est longuement revenu dessus sur dans l'une des émissions d'Equinox, notamment, je crois Equinox Soir, pour expliquer ce qui s'est passé. Ce sont des incongruités. Il se trouve malheureusement que les questions internes des formations politiques ne devraient pas nécessairement être posées sur la table du contentieux. On aurait pu comprendre que c'est quand on était face aux partis contraires, aux oppositions, que cela s'opposerait. Le même problème s'est posé au niveau du Consamba, je crois troisième, où les militants même d'une même formation qui ont pourtant signé une déclaration sur l'honneur, parce que c'est l'une des pièces qu'on devrait fournir quand pour être candidat, une déclaration sur l'honneur, attaquer une liste dans laquelle le nom se trouvait sous prétexte qu'ils n'ont pas été, ils n'ont pas été approchés, alors que tout le monde sait que les listes du RDPC ont fait l'objet d'un consensus entre plusieurs listes. C'était également ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, le RDPC c'est quelque part tiré une balle dans la tête. Pour ce cas-là, le RDPC n'avait qu'à s'en prendre à lui-même. Même comme on disait que les décisions de la Chambre administrative sont susceptibles de recours, il se trouve que dans la même loi, il y a des choses qu'on ne dit pas nécessairement. Ces décisions, effectivement, sont susceptibles de recours. Et je crois que les partis politiques qui se sont bien entourés de bons conseils ont commencé à faire des recours. Et je crois que ces recours pourraient prospérer parce que les juges qui statuaient croyaient qu'ils siégeaient en premier, en dernier recours, alors que ce n'est pas le cas. Ils siègent en premier recours, mais pas en dernier. Donc, les partis qui étaient bien outillés ont suffisamment bien préparé ce contentieux-là. Et je crois que la suite nous permettra de savoir que toutes les décisions qui ont été rendues ne seront pas nécessairement ce qui sera appliqué sur le terrain. Oui, Charles, on comprend bien que c'est la même ambiance du côté de Bafoussam avec cette confusion au tribunal administratif de ces différents partis politiques entre le RDPC qui se plaint, le président de la section, ou ces sections en tout cas, qui a estimé que certains de ces militants qui sont allés ailleurs n'avaient pas démissionné officiellement. Oui, moi je crois que je rejoins Thierry par rapport à l'analyse qu'il a eu à faire. Hein. C'est regrettable, mais si on s'appuie à une jurisprudence de 2013, où vous avez appris les juges au niveau du Conseil constitutionnel, où ceux qui les représentaient disaient très bien que militer un parti politique, c'est pas un mariage. Et dans ce cas, je crois que le juge disait même que quand c'est un mariage, on peut arriver à mettre fin au mariage. Donc, les gens n'étaient pas en prison quand ils militaient dans un parti politique. Donc, si on s'en tient seulement à cette jurisprudence-là, où tous ceux qui avaient soulevé ces cas-là en 2013 avaient été déboutés, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'une fois de plus ou encore de trop, en 2019, on revient là-dessus. C'est-à-dire que c'est des décisions totalement incongrues. Quand vous voyez même certaines raisons qui sont évoquées dans le cas de la première, on vous dit que le membre démissionnaire du RDPC n'avait pas payé toutes ses cotisations. C'est totalement farfelu. Donc quand on voit les raisons qui sont avancées,
Quand vous allez ailleurs, vous voyez ce qui se passe à Galim, où vous avez le père et le fils qui se battent, vous voyez les raisons qui sont avancées. Moi, j'ai envie de dire que normalement, la loi doit évoluer. C'est là où je dis que la loi est totalement impersonnelle. Au Cameroun, son application est à tête chercheuse. Donc, elle doit être impersonnelle. Mais on a l'impression qu'on personnalise quand il s'agit de certaines personnes. Et cela charrie parfois des vents de corruption. Quand vous voyez les décisions qui ont été rendues, heureusement que ce sont des décisions qui sont susceptibles de recours. Nous avons envie de croire que ceux qui, dans le cas des municipales, bon, pour les législatives, je ne crois pas qu'il y a... Non, je parle pour le cas spécifique des municipales. Voilà. Pour les municipales, je crois que ces parties-là, notamment le SDF, va devoir la première. Quand vous voyez, comment comprendre donc que Guido Lungan, qui est également sur la liste du SDF au législatif, n'a pas été attaqué, alors qu'il est attaqué sur sa présence sur les listes municipales. J'ai envie de croire que c'est ce parti, d'ailleurs, de ce qu'on apprend, il a interjeté appel qu'au niveau de la Chambre, merci à la Cour suprême, ils obtiendront gain de cause. Ouais. Mais pour une fois, il faut qu'on arrive à véritablement baliser ce chemin-là afin qu'on n'ait plus des contentieux qui reviennent sur le militantisme d'hier ou d'aujourd'hui. Prenons le cas, si vous avez un parti politique qui a été créé en 2011, tous ceux qui sont militants de parti politique avant 2011, ils étaient où? À moins que vous me dites qu'ils sont devenus militants politiques après 2011. Donc il y a un problème. En fait, cela fait partie de ce que nous disons tous les jours sur les plateaux de télévision. Il faut dépasser ce genre de débat, dépassionner même, avoir un code électoral qui soit consensuel, qui soit transparent et équitable, applicable par tous, vraiment impersonnel. Parce que tel qu'on regarde là, il est clair qu'on court vers un contentieux post-électoral à venir. Il n'y a rien à faire là-dessus. Quand on regarde ce qui se passe, il est clair qu'il y a tellement de choses à dire sur les élections, sur la préparation, l'organisation et la tenue des élections au Cameroun, que tant que les acteurs ne s'asseyent pas, notamment l'ordre gouvernant ne s'assoit pas avec les autres pour arrêter un code électoral qui soit consensuel, équitable et véritablement impersonnel, je crois que le Cameroun ne sortira pas de l'ornière d'aussitôt. Alors, on va parler notamment du quotidien Le Jour qui parle de ce qui se passe autour du franc CFA aujourd'hui. Donc, ça devient l'écho, enfin, c'est ce qui est proposé. Mais est-ce que le franc CFA est en voie de disparition aujourd'hui? Non, moi je ne vois rien ne se passe autour du franc CFA. Donc là, ce qui se passe pour le franc CFA, ça ne concerne pas l'Afrique centrale. Ça concerne je crois, c'est 8 pays de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest qui utilisent le franc CFA et qui ont décidé de se mettre ensemble avec d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment les pays ACDAO, pour créer une monnaie commune. Donc en ce moment-là, le franc CFA va simplement fondre dans la monnaie et avec toutes les ramifications qui vont avec. Mais ce qui se passe au niveau de l'Afrique centrale, on ne ressent absolument rien. C'est très éloigné de nous. Très éloigné, et là-bas, ils vont voir comment est-ce que c'est ce qu'ils appellent compte d'affectation, trésor français, comment est-ce que la nouvelle monnaie là-bas va jouer, comment est-ce qu'ils vont négocier tous les partenariats qu'ils avaient avec la France. Mais c'est pas tous les pays qui sont concernés. La CEDEAO, c'est plusieurs pays, mais là on n'en a que 8 qui étaient concernés par le franc CFA. Donc, alors l'Afrique centrale est épargnée? L'Afrique centrale est encore au stade des réunions pour savoir si quelque chose sera fait ou pas. Il y a une grande longueur d'avance entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. C'est regrettable. C'est regrettable pendant que les autres avancent, nous on fait du surplace. Donc ce qui se passe qu'en Afrique centrale, rien ne se fait. Absolument, on est au stade des balbutiements où les gens parlent de réunions, mais concrètement, il n'y a encore rien. Peut-être qu'ils attendent le coup de pouce de Macron qui visitera sûrement un de ces États pour leur donner la marche à suivre. Voilà. Il se trouve malheureusement que vous vous rappelez que Ouattara, qui était au devant de la scène pour annoncer l'écho, était également de ceux qui avaient dit que pour l'instant l'écho ne fait pas partie de ses préoccupations. Le franc CFA reste et demeure une monnaie qui assure la stabilité de leurs économies. C'est vrai qu'en Afrique centrale, le problème reste encore au niveau des débats, mais sur le plan structurel, rien n'est véritablement conçu. Mais ce qu'on ne dit pas aux Africains, notamment aux membres de ces États-là, c'est que le coût d'un euro par rapport aux Français, par rapport à l'écho, a été divisé par 2, qu'on le veuille ou pas, parce que d'après les informations que nous avons jusqu'ici, on est parti quand même de 650, quelque chose à près de 1200 francs. C'est une dévaluation qui ne dit pas son nom, parce que ce que vous achetiez à un prix sera nécessairement multiplié par 2. Est-ce que c'est la même politique qu'on devrait appliquer en Afrique centrale? Je ne pense pas. Il faudrait peut-être qu'on arrive à des précautions qui nous permettent, pourquoi pas, de quitter de 1 euro à
pourquoi pas à 200 francs CFA, parce que, ou à 200 francs, je sais pas, par rapport à la monnaie que nous aurons, que les chefs d'État, parce que c'est une décision politique, elle n'a rien à voir avec le Camerounais lambda que nous sommes, elle n'a rien à voir avec vous, Charles ou moi, encore moins le Camerounais de la rue, c'est une décision politique qui dépend de ceux qui nous dirigent pour l'instant. On sait que Idriss Déby en a parlé. Ali Bongo, avant qu'il ne tombe véritablement malade, en parlait. Sassou Nguesso, également, le président Biya, est également dans cette mouvance-là. Est-ce que les choses vont évoluer positivement? Quel sera le taux de change? Comment la monnaie va se répercuter? Je vous rappelle qu'à l'époque, vous avez d'ailleurs reçu sur Tendance économique un éminent enseignant qui revenait justement sur l'impact de la monnaie dans l'économie de nos différents pays. À l'époque, on ne parlait pas de monnaie, on parlait de change en or. Qu'est-ce qui a changé pour l'instant? Les Européens font, notamment la France, fait de 4 faits pour éviter justement que l'Afrique s'émancipe. Il faudrait qu'on sorte, que l'Afrique centrale ou l'Afrique ou des pays de l'UEMOA s'émancipent. Il faudrait qu'on sorte de là pour avoir une monnaie qui soit capable d'aller challenger les autres. Est-ce que le compte d'affectation qui est encore logé dans le trésor français sera utilisé dans le cadre de l'éco? Il faudrait que les économistes s'asseyent pour nous expliquer exactement de quoi... En tout cas, il faut plus d'explications pour mieux comprendre ce qui se passe en ce moment concernant le franc CFA. Et le journal, Le Jour, parle de ce qui se passe justement autour du franc CFA. Les lecteurs auront également l'occasion de lire. On va dire un mot sur le recrutement des enseignants, l'ère des glorioles, selon la nouvelle expression de ce matin, avec ce qui est fait. Donc l'économiste a essayé d'expliquer également ce qui devrait être fait pour éviter ce qu'on a pu observer ces derniers temps. Nous sommes dans un pays vraiment plein de contrastes. On est à l'heure où on recherche des enseignants, on est à l'heure où on met beaucoup d'énergie pour multiplier la recherche, pour encourager la recherche. Et il se trouve malheureusement qu'on a des enseignants qui n'arrivent pas à être logés à la bonne enseigne, qui n'arrivent pas à être suffisamment bien encadrés. On n'arrive pas à créer un cadre qui leur permette de dispenser le savoir acquis comme cela se devrait. Il faudrait vraiment que ceux qui réfléchissent pour ce pays, notamment ceux qui nous gouvernent, nous on réfléchit à notre niveau, on donne des idées, on ne peut pas, nous ne sommes pas des acteurs de cela. Il faudrait que ceux qui sont chargés de recruter ces gens-là fassent des efforts, trouvent des mécanismes pour recruter assez. Il y a d'autres même qui ont été là avant ceux qui ont été recrutés. Quels sont les mécanismes qui ont été mis sur pied pour recruter tel et ne pas recruter tel? Quels sont les critères de convergence qui ont été arrêtés par cela? Il faudrait que l'on soit suffisamment fixé, mais il faudrait vivement que l'on fasse des efforts pour encadrer cette jeunesse-là qui a beaucoup à offrir à ce pays. Ce sont quand même des docteurs. Charles? Oui, là, les glorieux, moi, je dirais des cigales et des fourmis, parce que vous en avez qui pleurent, par exemple, vous en avez qui chantent, qui dansent. Oui. Donc, si tant est que ce sont des injustices, qu'il y a des personnes qui remplissaient toutes les conditions édictées et que ces personnes n'ont pas été recrutées, il est temps, heureusement, que le ministère de l'Enseignement supérieur a dit mettre en place une commission pour revoir ce qui s'est passé. Si tant est qu'il faut des corrections à faire, il faut que cela soit corrigé. Mais maintenant, s'il y a des gens qui répondent aux critères qui ont été édictés, il fallait attaquer ces critères bien avant, parce que vous avez des gens qui vont vous dire j'y suis depuis 10 ans. Et quand les critères avaient été dictés, il fallait une certaine connotation pour faire comprendre aux gens que cela va écarter de circuit beaucoup de personnes. Maintenant, quand je vois des docteurs, des personnes comme des docteurs menacés de se tuer, de tuer la mort parce qu'ils n'ont pas été recrutés, il y a un problème. On se demande bien si ils y vont pour servir la République au point de vouloir se tuer. Mais Charles, on fréquente, je suis par ailleurs enseignant. Il va dire une chose. Je n'ai pas du temps pour aller enseigner. Je suis sollicité un peu partout pour dispenser des cours, mais je n'ai pas du temps parce que j'ai une autre occupation. Donc maintenant, quand je vois des personnes qui ont vraiment cette science-là et qui disent qu'ils sont prêts à se donner la mort parce qu'ils n'ont pas eu une place à la fonction publique, il y a un problème. Peut-être parce que pour beaucoup de personnes, la fonction publique, c'est un refuge où peut-être qu'on va là-bas, on ne travaille pas, on va dormir. Bon. Sinon, mais il y a beaucoup d'offres aujourd'hui. Quand on voyait dans le privé, il y a beaucoup d'offres. On ne peut pas se donner la mort parce qu'on n'a pas pu avoir une place à la fonction publique. Mais je dis, s'il y a une injustice, il faut que cette injustice soit réparée. Mais je ne comprends pas que des docteurs menacent et suicidés au motif qui n'ont pas été recrutés à la fonction publique. Oui, juste un mot pour souligner que ce que Charles dit est assez pertinent. On ne peut pas comprendre comment on a
un pareil savoir. Surtout malheureusement que beaucoup de ces docteurs ne sont pas des docteurs, enfin je dirais, prêts pour l'enseignement technique, par exemple. Parce que quand on a cette connaissance-là, il est clair qu'on l'amène nécessairement au service de quelque chose. On peut, au niveau de la recherche, commencer à penser, à réfléchir sur d'autres choses. Surtout, par exemple, quand on est docteur en anthropologie, quand on est docteur pour dispenser la langue française, on est docteur en quoi? En rien du tout, parce que ça n'apporte... Vous comprenez bien qu'il faut des moyens pour pouvoir... ça n'apporte pas de plus-value. Quand on est docteur en sociologie, nous avons fait de la sociologie, de l'anthropologie, vous croyez que nos sociétés africaines, sur le plan anthropologique, aujourd'hui on a besoin de l'anthropologie pour construire le Cameroun? Je ne pense pas. Il faudrait que l'on comprenne que l'orientation est fondamentale dans le choix. Les anthropologues ne seront pas d'accord avec vous. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas utiles, j'ai dit qu'ils ne sont pas indispensables. Il faudrait que la nuance soit arrêtée. Ouais. On a besoin de tout le monde pour construire un monde. Mais on a également davantage besoin de technicité pour faire évoluer les choses. Aujourd'hui, on utilise tous des smartphones. Ils n'ont pas été docteurs. Vous croyez que celui qui a créé, sans plus, en fait, je ne préfère pas donner les noms aussi, n'ont pas nécessairement tous été des docteurs. Il y a même beaucoup qui ont réussi, qui n'ont jamais été à l'école. Les sœurs, Thomas Edison et les autres. On va dire un mot. Nous sortons de l'émission Thierry. On va dire un mot sur la fête des fins d'année avec le groupe Equinox qui donne du sourire aux enfants déplacés. Toute l'équipe est allée, en tout cas, la direction générale y compris, et le parrain même de cette édition, Alain Foka, tout le monde s'est retrouvé dans les orphelinats de Douala et même hors de Douala. Comme vous le savez, c'est une opération qui se déroule chaque année. Oui, c'est une tradition, c'est devenu une tradition, et je crois que c'est un exemple à copier. Un exemple à copier. Il y a beaucoup de Camerounais, quand je vais dans le sport, il y a beaucoup de Camerounais qui vont fêter avec une représentance. À côté, il y en a qui ne peuvent pas se permettre cela. Donc, ce que le groupe Equinox fait est vraiment à saluer. Et surtout que ce n'est pas seulement Equinox, c'est les Camerounais qui se mobilisent à travers ce groupe-là pour apporter du sourire à tous ces gens. C'est à encourager, surtout que cette fois-ci, c'est des déplacés, c'est des filles de déplacés qui en ont bénéficié. C'est vraiment encouragé, mais je pense qu'il ne faut pas seulement s'arrêter à cela, parce qu'une fois qu'on a mangé aujourd'hui, on a mangé demain, il faut quand même penser à ce que... La vie est une contribution. Alors ça, c'était la contribution d'Equinox. Voilà, vous comprenez bien. Les autres pourront également... vous avez dit que c'est un exemple dont chacun devrait... Non, mais je crois que Equinox et leurs parrains sont allés au-delà cette année. Ils se sont pas arrêtés seulement au cadeau pour cette fin d'année. Ils ont pensé, par exemple, à l'éducation de ces enfants qui sont retrouvés sans parents à cause de la catastrophe de Goudjel. Ils sont même allés, je veux dire, ils sont allés jusqu'à jusqu'à penser à offrir des maisons aux familles déplacés qui n'ont plus de toit. Aujourd'hui, ce que le gouvernement devait faire, qu'il n'a pas fait jusqu'ici, parce qu'on n'a même pas pu accompagner les familles pour enterrer les leurs dignement jusqu'à la fin. Donc, ce sont des expériences quand même qui méritent d'être encouragées, d'être soutenues, d'être accompagnées. Je crois que le groupe Equinox et son parrain ont frappé fort cette fois-ci. Merci. Allez, je vous souhaite de passer... Je ne partirai pas ici. Ce serait un crime que de partir d'ici sans féliciter Mathieu Nathanaël Njok, qui a été honoré de 3 médailles de travail pour ses 30 ans de service en tant que journaliste. En tant que journaliste. 30 ans de service. Mathieu Nathanaël Njok, chapeau. Félicitations.